Humiliée par sa famille, en pleurant sur le trottoir, elle entendit le vrombissement d'une voiture de luxe s'arrêter à côté d'elle. Un millionnaire descendit lentement, avec un regard déterminé, et 3 mots de sa part effacèrent tout le reste. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Écoutez bien ce que je vais dire, ce sera la meilleure histoire que vous entendrez cette semaine. Si cette histoire vous émeut, devenez auditeur premium. Il y a des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Cliquez sur « Devenir membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à petit prix. Accédez au lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Le dîner d'anniversaire de Madame Elisabeth Durand aurait dû être un moment de célébration familiale, dans la traditionnelle maison à 2 étages du quartier de la Joliette, à Marseille. La matriarche de la famille fêtait ses 70 ans, et Victoire Durand, sa fille cadette, s'était efforcée d'être présente, voyageant spécialement de Paris pour l'occasion. Assise à la grande table en bois de palissandre, héritage qui traversait les générations, Victoire ajustait nerveusement la serviette sur ses genoux. L'arôme de la bouillabaisse et de la ratatouille fraîchement servie emplissait la pièce, mais elle parvenait à peine à apprécier les saveurs typiquement provençales qui lui avaient tant manqué. Le murmure des conversations autour d'elle semblait s'intensifier à chaque minute, tandis qu'elle restait silencieuse comme une île solitaire au milieu d'un océan familial. « Alors, Victoire, tu persistes encore dans cette bêtise de travailler avec l'artisanat ?» La voix tranchante de sa sœur aînée, Delphine, traversa la table. « Imagine un peu, maman, elle a abandonné un poste stable à la banque pour vendre des bracelets et des tableaux sur Internet. » Un silence momentané plana sur la table avant que des rires étouffés n'émergent. Son beau-frère, Édouard, leva son verre de vin dans un toast ironique. « À notre artiste de la famille, qu'un jour elle puisse vraiment gagner de l'argent avec ses... Comment appelles-tu ça? Des expressions artistiques ?» Victoire sentit son visage s'empourprer tandis qu'elle fixait l'assiette devant elle. À 35 ans, elle avait enfin trouvé le courage d'abandonner sa carrière bancaire qui l'étouffait, cherchant à réaliser son rêve de vivre de l'art qu'elle produisait aux petites heures du matin après des journées épuisantes. « Ma fille, nous ne te critiquons pas, » intervint Madame Elisabeth avec ce ton condescendant que Victoire connaissait si bien. « Nous nous inquiétons simplement pour toi. Regarde tes cousins tous bien établis. Marc vient d'être promu directeur financier et Claire est en train d'agrandir sa clinique dentaire avec une 2e adresse. » Victoire acquiesça mécaniquement, comme elle le faisait depuis l'enfance quand elle recevait ce genre de conseils. Au fur et à mesure que le dîner avançait, les commentaires désobligeants augmentaient, déguisés en préoccupations familiales. « Tu te souviens quand elle voulait être danseuse à 12 ans? Nous avons même dépensé pour des cours avant de réaliser qu'elle n'avait pas de talent pour ça, » commenta son père Antoine, suscitant plus de rire. « Et cette phase de poésie à l'adolescence. »« Mon Dieu, quel texte déprimant !» ajouta Delphine en levant les yeux au ciel. Chaque mot était comme une petite aiguille perçant la peau de Victoire, qui maintenait un sourire forcé tandis que ses yeux s'embuaient. Des souvenirs d'enfance commencèrent à inonder son esprit. Les spectacles scolaires auxquels personne de la famille n'avait assisté, les dessins soigneusement réalisés qui finissaient oubliés dans des tiroirs, les histoires qu'elle écrivait et que personne ne s'intéressait à lire. Franchement, Victoire a 35 ans, sans mari, sans enfant, et maintenant sans emploi fixe. Ne penses-tu pas qu'il est temps de mûrir? La question de sa tante Régine fut la goutte d'eau. Victoire se leva brusquement, renversant le verre d'eau qui se brisa sur le sol. Le silence s'abattit sur la salle, tous les regards fixés sur elle. « Vous n'avez aucune idée de ce que signifie mûrir, » dit-elle d'une voix tremblante. « Mûrir, c'est avoir le courage de suivre ses rêves, même quand tous ceux qui vous entourent ne font que les diminuer. » Des larmes coulaient librement sur son visage maintenant, mais pour la première fois, elle ne se souciait pas de montrer sa vulnérabilité devant eux. « En 35 ans, je n'ai jamais entendu un mot d'encouragement venant de cette famille. J'ai toujours été l'étrange, la rêveuse, comme si c'était un défaut. Vous avez transformé chaque dîner en un tribunal, où mes rêves et mes choix sont jugés et condamnés. » Sa mère se leva, tendant la main vers elle. « Ma fille, tu es dramatique. Nous sommes simplement... » « Non, maman, vous n'êtes pas simplement inquiet. Vous m'étouffez comme vous l'avez toujours fait. » Sans attendre de réponse, Victoire prit son sac et marcha vers la porte. Le poids de années de répression émotionnelle semblait enfin se dissoudre,
ne laissant qu'une sensation de légèreté mêlée à la douleur aiguë du rejet. « Où vas-tu? Il pleut dehors !» s'exclama son père. « N'importe où je peux respirer. » En ouvrant la porte, le vent humide de la nuit marseillaise frappa son visage, se mêlant aux larmes. Une pluie fine tombait sur Marseille, et les lumières de la ville se reflétaient dans les flaques d'eau qui se formaient sur les trottoirs en pierre. Sans destination précise, Victoire commença à marcher le long de la corniche, ironiquement nommée, tandis que la tempête émotionnelle en elle s'intensifiait. Les rues historiques de la ville, normalement pleines de touristes et de Marseillais profitant de la soirée, étaient presque désertes à cause de la pluie. Cela offrit à Victoire un moment de solitude nécessaire. Tandis qu'elle marchait, des souvenirs de son enfance et de son adolescence revenaient comme des flashbacks douloureux. Elle se rappela quand elle avait 8 ans et reçut son premier set d'aquarelle. Alors que d'autres enfants recevaient des jouets, elle avait supplié pour des peintures. Son enthousiasme fut rapidement éteint, lorsque son père commenta que c'était une phase et qu'elle grandirait et comprendrait la valeur de l'argent réel. À 15 ans, quand elle gagna un concours scolaire d'art, personne de sa famille n'assista à la remise des prix. La pluie s'intensifia, trempant sa robe fleurie qu'elle avait choisie avec tant de soin pour le dîner. Victoire s'en moquait. Il y avait quelque chose de libérateur à sentir l'eau laver les larmes de son visage, comme si la nature offrait le réconfort que sa famille n'avait jamais pu lui procurer. Ses pas la menèrent jusqu'au phare du Vieux-Port, où la mer agitée reflétait son état d'esprit. Là, assise sur un banc mouillé, observant les vagues se briser contre les rochers, Victoire se permit enfin de sangloter, sans retenue. Le son de l'océan étouffait ses lamentations, lui offrant l'intimité dont elle avait tant besoin. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi ?» se demanda-t-elle à voix haute. « Pourquoi n'ai-je jamais pu être ce qu'ils attendaient ?» La question resta suspendue dans l'air humide sans réponse. Perdue dans ses pensées, Victoire remarqua à peine quand un homme s'approcha, tenant un parapluie. « Excusez-moi, madame, est-ce que tout va bien ?» Surprise, Victoire leva les yeux. Un homme grand d'environ 40 ans la regardait avec une expression préoccupée. Ses yeux bruns transmettaient une inquiétude sincère qui la prit au dépourvu. « Je suis juste... » Elle essaya de répondre, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge. « Tenez, » dit-il, en lui tendant le parapluie. La pluie s'intensifie, et vous êtes déjà trempé. C'était un geste simple, mais chargé d'une gentillesse à laquelle Victoire n'était pas habituée. Ce moment, apparemment insignifiant, serait le premier pas d'un voyage qui transformerait complètement sa vie, bien qu'elle ne puisse pas encore l'imaginer. Raphaël Dubois avait prévu une soirée tranquille dans son atelier du quartier des artistes, quartier bohème de Marseille connu pour attirer les artistes et les intellectuels. Le plan était de finaliser une série de peintures pour sa prochaine exposition, mais quelque chose le poussa à sortir marcher, malgré la pluie qui tombait sur la ville. À 42 ans, Raphaël avait appris à faire confiance à ses instincts, les mêmes qui avaient transformé un garçon rejeté de la périphérie en l'un des artistes plastiques les plus respectés de Provence. Quelque chose dans la femme solitaire assise sur le banc du phare du Vieux-Port, complètement trempée et au regard perdu, le toucha profondément. C'étaient peut-être les épaules affaissées en signe de défaite, ou la façon dont elle semblait si petite face à l'immensité de l'océan agité, une image qu'il connaissait lui-même trop bien. « Je ne veux pas vous déranger », dit Raphaël après avoir offert le parapluie, « mais ce n'est pas sûr de rester seul ici sous cet orage. Puis-je appeler un taxi pour vous ?» Victoire leva le visage, révélant des yeux rougis à force de pleurer. Il y avait quelque chose dans la voix de cet étranger qui transmettait une sécurité inexplicable. « Merci, mais je n'ai nulle part où aller, » répondit-elle sincèrement. « Je ne peux pas retourner chez ma mère ce soir. » Un silence s'établit entre eux, rempli seulement par le son de la pluie battant contre le parapluie et le bruit des vagues se brisant sur les pierres. « Il y a un café à 2 pâtés de maison d'ici qui reste ouvert tard, » suggéra Raphaël. « Au moins, vous pourriez vous sécher un peu et prendre quelque chose de chaud. » En circonstances normales, Victoire n'aurait jamais accepté une telle invitation d'un inconnu. Mais ce n'était pas une nuit normale, et quelque chose dans la gentillesse désintéressée de cet homme la fit acquiescer. Le Café Bernadette était un établissement accueillant, décoré d'œuvres d'artistes locaux et éclairé par des lumières jaunâtres qui créaient une atmosphère intime. À cette heure de la nuit, il était presque vide, avec seulement un couple de personnes âgées à une table dans un coin
et le barista organisant des bouteilles derrière le comptoir. « 2 cafés et 2 parts de tarte aux pommes, s'il te plaît, Jacques », demanda Raphaël en s'asseyant avec Victoire à une table près de la fenêtre, d'où il pouvait voir la pluie tomber sur les rues pavées. « Vous êtes un habitué », observa Victoire, essayant de sécher son visage avec une serviette. « Je viens ici depuis des années. C'est un bon endroit pour réfléchir. » Raphaël fit une pause avant de continuer. « Je m'appelle Raphaël Dubois. »« Victoire Durand », répondit-elle, acceptant la petite serviette que le barista avait gentiment apportée pour qu'elle puisse mieux se sécher. Le café arriva chaud et aromatique, apportant un peu de réconfort. Victoire entoura la tasse de ses mains, absorbant la chaleur réconfortante. « Désolé pour ça, dit-elle, se sentant soudainement gênée. Vous aviez probablement d'autres plans pour votre soirée que de secourir une inconnue trempée. » Raphaël sourit légèrement. « En fait, je vous remercie pour la compagnie. J'allais passer la nuit seul dans l'atelier, essayant de terminer quelques peintures qui refusent de coopérer. Vous êtes artiste ?» Les yeux de Victoire s'illuminèrent légèrement. « Oui, je travaille principalement avec de l'huile sur toile, mais je fais aussi quelques sculptures. » Il fit une pause, l'étudiant avec curiosité. « Et vous ? Que faites-vous à part tester la résistance des bancs publics sous la pluie ?» La question arracha un faible sourire à Victoire, le premier de la soirée. « Jusqu'à il y a 3 mois, j'étais directrice d'une agence bancaire à Paris. Maintenant, j'essaie d'être artiste aussi. Je travaille avec la céramique et la peinture, mais personne ne me prend vraiment au sérieux. » Quelque chose dans la façon dont elle prononça ces mots éveilla un souvenir douloureux chez Raphaël. Il connaissait bien ce ton de voix, la manière dont les mots sortaient presque comme une excuse d'exister. « Laissez-moi deviner, dit-il, prenant une gorgée de café. « Famille ?» Victoire leva les yeux, surprise par la précision de la supposition. « Comment avez-vous su ? Je reconnais les signes. La façon dont vous diminuez votre propre travail avant même que quelqu'un ait la chance de le faire. La façon dont vous avez dit « j'essaie d'être artiste », comme si vous aviez besoin d'une permission. » Il fit une pause. De plus, peu de choses à part la famille ont le pouvoir de nous faire pleurer seuls sous la pluie. Ces paroles touchèrent quelque chose de profond en Victoire. C'était comme si Raphaël pouvait voir à travers elle, identifiant des blessures que même ses amis les plus proches ne percevaient pas. « C'était un dîner d'anniversaire », commença-t-elle, surprise par sa propre envie de partager. « Ma mère a eu 70 ans aujourd'hui. Ça aurait dû être une célébration, mais c'est devenu un autre épisode de la série « Montrons tous à quel point Victoire est un échec ». Raphaël acquiesça, l'encourageant à continuer. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Victoire se retrouva à raconter non seulement les événements de cette soirée, mais des années de petites humiliations et de grandes déceptions. Elle parla de comment elle avait abandonné une carrière stable pour suivre son rêve, des nuits blanches à créer des pièces que personne ne semblait valoriser, de la sensation constante d'être le mouton noir de la famille. « Le pire, c'est qu'une partie de moi les croit », confessa-t-elle, fixant la tasse désormais vide. « Et s'ils avaient raison ? Et si je poursuivais simplement un fantasme d'enfant ?» Raphaël resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait soigneusement à ses prochains mots. « Puis-je vous raconter une histoire ?» demanda-t-il finalement. Victoire acquiesça, curieuse. « Quand j'avais 12 ans, mon père a trouvé mes dessins cachés sous mon matelas. C'étaient des études d'anatomie humaine que je faisais en observant des livres de la bibliothèque publique. Il les a tous déchirés devant moi, un par un, en disant qu'un vrai homme ne perd pas son temps avec des gribouillages. Cette nuit-là, j'ai juré que je ne dessinerais plus jamais. » Victoire sentit un nœud dans sa gorge, imaginant la scène. « Qu'est-ce qui vous a fait recommencer à dessiner ?»« Un professeur d'art au lycée public où j'étudiais. Il a vu quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir moi-même. Il a insisté, m'a donné du matériel, m'a montré des techniques. » Raphaël sourit au souvenir. « Plus important encore, il m'a enseigné que l'art n'est pas un luxe ou un hobby. C'est un besoin humain fondamental, aussi important que respirer pour certains d'entre nous. » Le barista s'approcha, offrant plus de café, que tous deux acceptèrent. La pluie dehors s'était atténuée en une bruine légère, et les lumières de la ville se reflétaient dans les flaques d'eau. « Avez-vous déjà montré votre travail à quelqu'un d'autre que votre famille ?» demanda Raphaël. Victoire hésita. « J'ai un profil Instagram, mais rien de professionnel. Honnêtement, je n'ai jamais eu le courage de montrer à des personnes qui comprennent vraiment l'art. » Raphaël l'étudia un moment comme s'il prenait une décision importante. « J'ai une proposition, dit-il finalement. J'organise une exposition collective le mois prochain
à la Galerie du Soleil. C'est un espace pour les artistes émergents qui souhaitent montrer leur travail. Pourquoi ne pas apporter quelques-unes de vos pièces pour que je les voie demain? Sans engagement, juste un avis honnête de quelqu'un qui a déjà été à votre place. L'offre prit Victoire complètement au dépourvu. La Galerie du Soleil était l'un des espaces les plus respectés de la scène artistique marseillaise. Y exposer était un rêve qu'elle n'avait même pas osé avoir. « Vous n'avez même pas vu mon travail encore », protesta-t-elle faiblement. « Et s'il n'est pas assez bon ?» Raphaël sourit. « L'art ne consiste pas à être assez bon. Il s'agit d'authenticité, d'avoir quelque chose à dire. Le reste, c'est de la technique, et la technique, ça s'apprend. » Il sortit une carte de son portefeuille et écrivit quelque chose au verso avant de la tendre à Victoire. « Voici l'adresse de mon atelier. Venez demain vers 15 heures, si vous voulez. Apportez ce que vous avez, photos, petites pièces, ce que vous pouvez transporter. » Il fit une pause. « Et ne vous inquiétez pas pour l'hébergement. Je connais une excellente pension de famille, tout près, gérée par une amie. Je peux l'appeler maintenant, si vous voulez. » Victoire regarda la carte dans ses mains. Raphaël Dubois, artiste plasticien. En dessous, une adresse dans le quartier des artistes et un numéro de téléphone. Au verso, une calligraphie ferme indiquait l'adresse de l'atelier. À ce moment, quelque chose remua en elle. Une petite flamme d'espoir qui s'était éteinte pendant le dîner familial commençait à se rallumer. C'était un sentiment fragile, mais présent. La possibilité que, peut-être, son art importait vraiment. La pension accueil, recommandée par Raphaël, était une maison coloniale restaurée dans le centre historique de Marseille. Madame Joséphine, une dame de 70 ans avec l'énergie de quelqu'un ayant la moitié de son âge, accueillit Victoire comme si elle était une vieille amie, ne questionnant pas son arrivée tardive ni ses vêtements encore humides. « Tout ami de Raphaël est le bienvenu ici à n'importe quelle heure, » dit-elle, conduisant Victoire par un escalier en bois qui grinçait sous leurs pas. « Il a ramené de la couleur dans ma vie quand il a peint un portrait de mon défunt Auguste à partir d'une vieille photo. J'ai une dette éternelle envers ce garçon. » La chambre était simple mais accueillante, avec une fenêtre qui donnait sur le panier. Après une douche chaude et une nuit agitée, Victoire se réveilla avec les sons de la ville. Vendeurs ambulants, musique de rue et le bourdonnement caractéristique du centre historique. Assise sur le lit, elle fixait la petite valise qu'elle avait apportée de Paris. Entre les vêtements et les objets personnels se trouvait un portfolio avec des photographies de ses meilleures pièces de céramique et quelques aquarelles. Des œuvres que, jusqu'à présent, elle seule avait considérées comme dignes d'admiration. « C'est de la folie », murmura-t-elle pour elle-même, feuilletant les images. « Il est un artiste professionnel. Il va rire de mes tentatives d'amateur. » L'horloge indiquait presque midi. Victoire n'avait toujours pas décidé si elle irait au rendez-vous avec Raphaël. Une partie d'elle voulait croire en la sincérité de l'invitation, mais des années de critique familiale avaient créé une voix intérieure persistante qui la convainquait que son travail était médiocre. Ce fut Madame Joséphine qui, sans le savoir, lui donna l'impulsion nécessaire. Frappant doucement à la porte, la propriétaire apporta un plateau avec un petit déjeuner tardif. « Excusez l'intrusion, ma chère, mais j'ai pensé que vous pourriez avoir faim. » Ses yeux tombèrent sur les photographies éparpillées sur le lit. « Ce sont vos pièces? Quel travail délicat. Ça me rappelle le style de la céramiste Martine Saunier, mais avec quelque chose d'unique. Une fragilité contrôlée, vous voyez ?» Victoire regarda la dame avec surprise. « Vous connaissez l'art ?» Madame Joséphine rit. « Mon mari était marchand d'art. J'ai passé 40 ans entouré d'artistes de toutes sortes. Certains célèbres, d'autres pas tant, mais tous avec quelque chose de spécial à dire. » Elle pointa une des photos. « Comme cette pièce ici. La façon dont vous avez capturé la texture des mains, il y a une histoire racontée là. » Ces mots, venant de quelqu'un qui comprenait clairement l'art, touchèrent Victoire profondément. Peut-être, juste peut-être, y avait-il de la valeur dans ce qu'elle créait. À 15 heures précises, elle se trouvait devant un ancien entrepôt rénové dans le quartier des artistes. Une discrète enseigne indiquait « Atelier Dubois ». Le portfolio fermement serré contre sa poitrine comme un bouclier, Victoire respira profondément et sonna. Raphaël ouvrit la porte presque immédiatement, comme s'il l'attendait. Il portait une chemise en lin tachée de peinture et un jean usé. Ses yeux s'illuminèrent en la voyant. « Vous êtes venu. Parfait, entrez. » Je préparais justement un café. L'intérieur de l'atelier était un espace vaste, avec un plafond haut et des fenêtres allant du sol au plafond,
permettant à la lumière naturelle d'inonder l'espace. Des toiles à différents stades d'achèvement occupaient des chevalets éparpillés dans l'espace et des tables de travail exposaient des pots de peinture, des pinceaux et d'autres matériaux. « Endroit incroyable !» commenta Victoire, émerveillée par l'énergie créative qui émanait de l'espace. C'était un ancien entrepôt de poissons. J'ai mis 2 ans à le restaurer avec l'aide d'amis. Raphaël la conduisit vers une zone plus organisée, avec des canapés confortables et une table basse. « Voyons ce que vous avez apporté. » Les mains tremblantes, Victoire lui tendit le portfolio. Un silence torturant s'installa tandis que Raphaël examinait chaque image méticuleusement, sans exprimer aucune réaction. De temps en temps, il revenait à une photo précédente, comparant des détails. Le cœur de Victoire battait si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Raphaël ferma le portfolio et la regarda directement. « Qui vous a enseigné ?» La question la prit au dépourvu. « Personne, je veux dire, j'ai suivi quelques cours de base en ligne, mais j'ai principalement appris seul, en testant des techniques. » Raphaël secoua la tête, incrédule. « Incroyable! Il y a des gens qui étudient formellement pendant des années et ne parviennent pas à exprimer ce que vous faites naturellement. » Il rouvrit le portfolio, pointant une pièce spécifique, une sculpture en céramique de mains entrelacées. Cette pièce, par exemple, la tension dans les doigts, la façon dont vous avez capturé la pression, il y a une narrative émotionnelle puissante ici. Victoire sentit son visage rougir. C'était la première fois que quelqu'un analysait son travail sérieusement, voyant au-delà de la surface, comprenant les intentions derrière chaque détail. Celle-ci a été inspirée par un moment avec ma grand-mère, expliqua-t-elle, surprise par sa propre volonté de partager. Peu avant qu'elle parte. Nous étions main dans la main à l'hôpital, et il y avait ce mélange de force et de fragilité dans son toucher. Raphaël acquiesça, comprenant. C'est exactement ce qu'on ressent en observant la pièce. Vous avez réussi à transférer cette expérience émotionnelle dans l'argile. Il referma le portfolio et la regarda sérieusement. Victoire, vous avez un talent exceptionnel. Je ne dis pas cela pour être gentil. En fait, ce serait cruel de ma part de ne pas vous dire à quel point votre travail est significatif. Les mots touchèrent Victoire comme des vagues, lavant des années d'insécurité. Une émotion intense l'envahit, et avant qu'elle puisse se contrôler, des larmes silencieuses coulaient sur son visage. « Désolée, dit-elle embarrassée, essayant d'essuyer son visage. « C'est que personne n'a jamais... »« Je sais, répondit doucement Raphaël. Croyez-moi, je sais exactement comment c'est d'avoir son travail vraiment vu pour la première fois. » Dans les jours qui suivirent, Victoire prolongea son séjour à la pension accueil et commença à fréquenter l'atelier de Raphaël quotidiennement. Ce qui avait commencé comme une consultation informelle se transforma en une sorte de mentorat. Raphaël n'élogiait pas seulement son travail, mais offrait aussi des critiques constructives, enseignait de nouvelles techniques et, plus important encore, l'encourageait à explorer des aspects de son style qu'elle-même n'avait pas perçus. « Vous avez une signature unique dans la façon dont vous travaillez les textures », observa-t-il un après-midi, alors qu'ils examinaient une nouvelle pièce que Victoire avait commencée. « C'est presque comme si vos mains pouvaient traduire les émotions directement dans le matériau. C'est rare de trouver quelqu'un avec cette capacité. » Dans un geste de confiance, Raphaël prêta à Victoire un espace dans son atelier, un coin bien éclairé, avec une table de travail et l'accès à tous les matériaux dont elle pourrait avoir besoin. Là, loin du jugement familial et entourée par un environnement qui respirait la créativité, Victoire sentit son talent s'épanouir de manière qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Un après-midi, alors que Raphaël était concentré sur une grande toile à l'autre extrémité de l'atelier, Victoire travaillait sur une série de petites sculptures d'argile. Sans s'en rendre compte, elle avait passé plus de 6 heures sans pause, complètement absorbée dans le processus créatif. C'est ce qu'on appelle l'état de flux, commenta Raphaël, s'approchant avec 2 tasses de café. Quand le temps disparaît et qu'il n'existe que vous et l'œuvre, c'est le signe le plus clair que vous avez trouvé votre véritable vocation. Victoire sourit, acceptant le café. Ces dernières semaines, une transformation subtile s'était produite. La femme insécure qui pleurait seule sous la pluie commençait à céder la place à une artiste consciente de sa valeur. Il y avait encore des moments de doute, bien sûr, mais de plus en plus rares et moins débilitants. « J'ai reçu une invitation intéressante aujourd'hui », commenta Raphaël nonchalamment, s'asseyant près d'elle. Le Centre culturel du Vieux-Port organise un atelier d'une journée sur les techniques mixtes
en céramique et peinture. Ils m'ont demandé de le diriger, mais j'ai pensé que nous pourrions le faire ensemble. Ce serait une excellente opportunité pour vous de partager votre approche unique des textures. Victoire faillit s'étrangler avec son café. Moi? Donner un atelier? Raphaël, je n'ai pas la qualification pour enseigner à qui que ce soit. Qualification? Il haussa un sourcil. Victoire, regardez ce que vous avez créé ces dernières semaines. Votre travail parle de lui-même. De plus, enseigner est l'une des meilleures façons de consolider sa propre connaissance. La peur était visible dans ses yeux, mais il y avait aussi autre chose, une étincelle d'excitation face au défi. Et si je ne sais pas répondre à une question technique? Et si les gens réalisent que je suis une imposture? Raphaël rit, mais pas de façon dépréciative. Syndrome de l'imposteur. Tous les artistes passent par là, moi y compris, encore aujourd'hui. La différence, c'est que j'ai appris à ne pas me laisser paralyser par ça. Il fit une pause. Je serai là avec vous. Vous n'avez pas besoin de décider maintenant, mais promettez-moi d'y réfléchir. Ce soir-là, de retour à la pension, Victoire appela son ancien appartement à Paris. Sa colocataire, Julie, avait accepté d'expédier certaines de ses plus grandes pièces qui étaient restées là-bas. « Je n'arrive pas à croire que tu fais vraiment ça, Vic », s'exclama Julie au téléphone. « Enfin, tu suis ton rêve. Il était temps, tu sais. J'ai toujours dit que ta place n'était pas dans cette banque, enfermée dans un tailleur étouffant. » Les mots de soutien de Julie réchauffèrent le cœur de Victoire. C'était un rappel que toutes les relations dans sa vie n'étaient pas marquées par la critique et la désapprobation. Ça a été transformateur, Ju. Pour la première fois, je sens que je suis sur le bon chemin. Que je ne poursuis pas un fantasme d'enfant, comme ma famille l'a toujours dit. À propos, hésita Julie, ta sœur a appelé ici hier. Elle semblait inquiète. Elle a dit que tu avais disparu après le dîner et que tu ne répondais pas au téléphone. Victoire soupira. Elle avait délibérément gardé son téléphone éteint, évitant le contact avec sa famille. Une partie d'elle savait qu'elle devrait les affronter éventuellement, mais elle ne se sentait pas encore prête. « Je les appellerai demain », promit-elle, sans grande conviction. « Pour l'instant, j'ai besoin de cet espace. » En raccrochant, Victoire ouvrit son carnet de croquis, un cadeau de Raphaël, et commença à tracer des idées pour l'atelier. Malgré l'insécurité, il y avait quelque chose d'excitant dans l'idée de partager ses connaissances, de peut-être inspirer d'autres personnes comme elle-même avait été inspirée. Peut-être, pensa-t-elle, tandis que le crayon glissait sur le papier, est-il temps d'arrêter de me cacher. Le centre culturel du Vieux-Port était situé dans un manoir historique restauré, avec vue sur la mer. Le matin de l'atelier, Victoire arriva 2 heures avant l'heure prévue, portant une boîte avec des échantillons de son travail et des matériaux pour des démonstrations pratiques. Son cœur battait rapidement, un mélange d'anxiété et d'excitation qui rendait ses mains légèrement tremblantes. « Vous êtes arrivé tôt », observa Sophie Côté, la coordinatrice du centre, une femme d'âge moyen avec des lunettes colorées et une énergie contagieuse. « Raphaël m'a beaucoup parlé de vous. Nous sommes curieux de connaître votre travail. » Victoire força un sourire, essayant de contenir sa nervosité. « J'espère ne pas décevoir. Ma chère, si Raphaël Dubois a mis votre nom à côté du sien pour cet atelier, c'est que vous avez quelque chose de précieux à partager. Il n'est pas connu pour distribuer des compliments facilement. » La salle désignée pour l'atelier était spacieuse et bien éclairée, avec de grandes fenêtres qui encadraient le bleu de l'océan. 20 tables de travail étaient disposées en demi-cercle, chacune équipée de matériaux de base pour la céramique et la peinture. Au centre, une table plus grande servirait pour les démonstrations. Tandis que Victoire organisait ses matériaux, Raphaël arriva avec du café et des croissants. « Tradition avant toute présentation », expliqua-t-il, lui tendant une tasse fumante. « Le café calme les nerfs, croyez-moi. Je suis terrifié, confessa Victoire. Et s'il réalise que je suis juste une banquière qui prétend être artiste... » Raphaël la regarda sérieusement. « Premièrement, vous n'êtes juste rien du tout. Deuxièmement, vous ne prétendez pas être artiste. Vous êtes une artiste. Troisièmement, la plupart des gens ici sont des débutants cherchant de l'inspiration. Ils n'ont pas besoin de techniques avancées. Ils ont besoin de voir une passion authentique pour ce que vous faites. » Ces paroles eurent un effet apaisant. Victoire respira profondément, se répétant mentalement « Je suis une artiste. J'ai quelque chose à partager. » À 10 heures précises, la salle commença à se remplir. À la surprise de Victoire, les 20 places étaient occupées. Un mélange diversifié de personnes,
des adolescents aux personnes âgées, tous unis par leur intérêt pour l'art. Raphaël commença l'atelier avec une introduction sur l'importance de trouver sa propre voie dans les arts visuels, soulignant comment la technique doit servir l'expression et non l'inverse. Puis, à l'étonnement de Victoire, il la présenta non comme une débutante ou une élève, mais comme une céramiste talentueuse, avec une approche innovante des textures émotionnelles. Quand vint son moment de parler, Victoire sentit un nœud dans sa gorge. Pendant un instant terrible, elle craignit qu'aucun mot ne sortirait. Mais alors, ses yeux tombèrent sur l'une de ses pièces, la sculpture des mains entrelacées qu'elle avait créée en pensant à sa grand-mère. Le souvenir de l'émotion qu'elle avait mise dans ce travail alluma quelque chose en elle. « L'art ne commence pas dans les mains », dit-elle, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. « Il commence dans le cœur, dans la mémoire, dans l'expérience vécue. Mes pièces naissent de moments qui m'ont profondément marqué. Une poignée de main, une étreinte, une absence. » Au fur et à mesure qu'elle parlait, sa confiance grandissait. Victoire démontra comment elle transférait les émotions en texture, comment elle utilisait différents outils pour créer des marques qui évoquaient des sensations spécifiques, comment elle combinait des techniques de céramique avec des éléments picturaux pour amplifier la narration de chaque pièce. Les participants l'observaient avec un intérêt sincère, prenant des notes, photographiant des détails de son travail. Quand elle ouvrit l'espace aux questions, elle fut surprise par la profondeur des interrogations, pas seulement sur la technique, mais sur son processus créatif, ses inspirations, son parcours. « Comment avez-vous trouvé votre signature artistique ?» demanda une jeune étudiante en art visuel. La question fit réfléchir Victoire. « Je crois que je la trouve encore. Mais le tournant est arrivé quand j'ai arrêté d'essayer de créer ce que je pensais que les autres voulaient voir et que j'ai commencé à exprimer ce que j'avais besoin de dire. L'authenticité a une force que la perfection technique seule n'atteindra jamais. » À la fin des 3 heures d'atelier, Victoire était épuisée, mais étrangement énergisée. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à partager ses connaissances, à voir l'éclat de compréhension dans les yeux de quelqu'un quand une technique prenait enfin sens. « Vous avez été incroyable », commenta Raphaël tandis qu'ils rangèrent la salle après le départ des participants. « Vous avez vu comment ils ont réagi à votre travail, surtout à cette série de reliefs avec des textures d'écorce d'arbres. » Victoire sourit, un sourire authentique et insouciant qu'elle n'avait pas affiché depuis longtemps. C'était libérateur. Comme si j'avais enfin la permission d'être qui je suis vraiment. Sophie Côté s'approcha d'eux, tenant un bloc-notes. « Victoire, les formulaires d'évaluation sont unanimes. Tout le monde a adoré l'atelier et ils en demandent plus. » Elle fit une pause, comme si elle considérait quelque chose. « En fait, nous avons une proposition. Nous organisons une petite exposition collective le mois prochain, Nouveaux regards provençaux. Nous aimerions inclure certaines de vos pièces. » L'offre prit Victoire complètement au dépourvu. Une exposition était quelque chose qu'elle n'avait même pas rêvé d'atteindre si tôt. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui », intervint Raphaël. « C'est une opportunité parfaite pour présenter votre travail à un public plus large. » Ce soir-là, ils célébrèrent avec un dîner au bord de la mer dans un restaurant simple du quartier des artistes, spécialisé dans la bouillabaisse. Sous les étoiles et au son des vagues se brisant sur la plage, Victoire se sentit enivrée, non par le vin qu'ils partageaient, mais par la sensation de possibilités qui s'ouvraient devant elle. « J'ai besoin d'un studio à moi », commenta-t-elle, plus pour elle-même que pour Raphaël. « Je ne peux pas continuer à occuper votre espace pour toujours. »« Sans précipitation », répondit-il. « Mais je comprends le sentiment. Tout artiste a besoin d'un sanctuaire pour créer. » Il fit une pause, comme s'il réfléchissait à quelque chose d'important. « En fait, il y a un espace au 2e étage du bâtiment où se trouve mon atelier. Utilisé pour le stockage actuellement, mais avec un peu de nettoyage et d'organisation, les yeux de Victoire s'illuminèrent à cette possibilité. Un espace à elle, près de Raphaël, où elle pourrait développer son travail de façon indépendante, mais en comptant toujours sur ses conseils quand nécessaire. « Ce serait parfait », chuchota-t-elle, « mais je n'ai pas les moyens de payer un loyer commercial encore. »« Nous pouvons négocier », suggéra Raphaël. « Peut-être en échange de quelques heures hebdomadaires d'aide avec les ateliers que j'ai programmés. Je reçois plus d'invitations que je ne peux en gérer seul. » L'idée d'un partenariat professionnel avec Raphaël, au-delà de l'amitié qu'ils avaient déjà développée, semblait parfaitement naturelle. Comme si le destin avait orchestré cette rencontre lors de la nuit pluvieuse,
pour unir deux esprits créatifs qui se complétaient. Dans les semaines qui suivirent, Victoire plongea dans un tourbillon d'activités. Transformer l'espace au-dessus de l'atelier de Raphaël en son propre studio exigea un travail physique intense, mais chaque goutte de sueur en valait la peine. Les murs furent peints en blanc. Pour maximiser la lumière naturelle, des étagères furent installées pour abriter les matériaux et les œuvres en cours, et une grande table de travail devint le cœur de l'espace. Parallèlement, elle travaillait sur les pièces pour l'exposition « Nouveaux regards provençaux ». Inspirée par l'architecture provençale de Marseille, par les couleurs vibrantes des marchés locaux, par la texture des pavés du panier, Victoire créa une série de sculptures en céramique qui dialoguaient avec l'identité culturelle provençale, mais à travers sa perspective unique, celle de quelqu'un qui redécouvrait ses racines après des années d'éloignement. Un après-midi, alors qu'elle appliquait de l'émail sur l'une de ses pièces, Victoire reçut une visite inattendue. Madame Joséphine, propriétaire de la pension où elle s'était initialement logée, monta les escaliers d'un pas décidé, malgré son âge. « Je suis venue voir où la magie opère », annonça-t-elle, examinant le studio avec des yeux experts. « Raphaël m'a parlé de l'exposition. Je suis fière de vous, ma fille. » Victoire sourit sincèrement touchée. En peu de temps, elle avait formé un petit réseau de soutien à Marseille, des personnes qui croyaient en son talent sans le remettre en question, qui l'encourageaient sans arrière-pensée. « J'ai apporté quelque chose qui pourrait vous intéresser », continua Madame Joséphine, sortant une enveloppe de son sac. « Mon neveu est journaliste à la Provence. J'ai mentionné votre travail, et il est intéressé à faire un article pour la section culturelle du journal. Une avant-première de l'exposition, vous voyez? Excellente publicité. » L'opportunité était inattendue et un peu intimidante. La visibilité dans les médias locaux signifierait que son travail, et par extension elle-même, serait exposée au regard public d'une manière jamais expérimentée auparavant. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça », confessa Victoire. Madame Joséphine l'étudia avec des yeux pénétrants. « Personne n'est jamais complètement prêt à franchir la prochaine étape, ma chère. La question est, voulez-vous être vue comme artiste ou continuer à cacher votre talent ?» La question frappa Victoire comme une révélation. Pendant des années, elle avait créé de l'art dans l'ombre, se protégeant de la possibilité de rejet. Mais l'art non créé pour être partagé était comme une histoire jamais racontée, incomplète dans son essence. « Prenez rendez-vous pour l'interview », décida-t-elle, ressentant un mélange de terreur et d'excitation. 2 jours plus tard, François Rivière, neveu de Madame Joséphine et journaliste culturel, visita son studio. C'était un jeune homme, avec des lunettes rondes et un carnet toujours à la main, qui montra un intérêt sincère pour son processus créatif. « Ce qui m'intrigue le plus, c'est votre transition », commenta-t-il durant l'interview. « De cadre bancaire à artiste, beaucoup rêvent de cette rupture, peu ont le courage de la réaliser. » Victoire réfléchit à l'observation. Ce n'était pas exactement du courage, vous savez, c'était de la survie. J'étais arrivé à un point où continuer à nier ma vraie nature me détruisait de l'intérieur. L'article fut publié le dimanche suivant, occupant une page entière de la section culturelle, avec des photographies en couleur de ses pièces et le titre provocateur « Des tableaux Excel à l'argile, la métamorphose artistique de Victoire Durand ». L'impact fut immédiat. Son téléphone ne cessa de sonner. Des galeristes intéressés à en savoir plus sur son travail, des personnes voulant s'inscrire à des ateliers, même une professeure de l'école des beaux-arts de Marseille l'invitant à une conférence sur les carrières non conventionnelles dans les arts. Au milieu de tout cela, un appel téléphonique en particulier la laissa sans voix. Sa mère, Madame Elisabeth, appelant après des semaines de silence. « J'ai vu ta photo dans le journal, » dit-elle, la voix tendue. « Il semble que tu te fasses un nom là-bas à Marseille. » Victoire ne put déterminer s'il y avait de la fierté ou de la désapprobation dans le ton de sa mère. Peut-être un peu des deux. « J'essaie, maman. J'ai enfin trouvé quelque chose qui me fait me sentir vivante. » Un silence pesant s'établit entre elles. Finalement, Madame Elisabeth soupira. « L'exposition, quand aura-t-elle lieu ?»« Le 15 du mois prochain, » répondit Victoire, surprise par la question. « Pourquoi ? Ton père et moi pensons faire une visite à Marseille. » Une pause. « Si cela te convient, bien sûr. » La possibilité que ses parents soient témoins de son travail, la voyant dans son nouvel environnement, éveilla des émotions contradictoires chez Victoire. Peur de la critique, espoir d'acceptation, désir de prouver sa valeur. « Ce serait bien de vous voir, » répondit-elle finalement,
incertaine si elle était sincère ou simplement polie. En raccrochant, Victoire se sentit étrangement légère, comme si un poids qu'elle ne savait même pas porter avait été partiellement enlevé. La reconnaissance familiale qu'elle avait tant recherchée pendant des années semblait maintenant moins urgente, moins définissante de sa valeur. « Ils viendront pour l'exposition », commenta-t-elle avec Raphaël plus tard, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans leurs ateliers respectifs. « Mes parents », Raphaël l'étudia un moment. « Comment vous sentez-vous à ce sujet ?» Victoire considéra la question avec soin. « Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi veut les impressionner, leur montrer qu'ils se trompèrent sur moi. Une autre partie craint que, peu importe ce que j'accomplis, ce ne sera jamais assez à leurs yeux. » Raphaël acquiesça compréhensif. « C'est naturel. Mais rappelez-vous, la validation la plus importante est celle qui vient de l'intérieur. Le reste est un bonus. » Cette nuit-là, travaillant tard dans son studio, Victoire réalisa que quelque chose de fondamental avait changé en elle. Le désir de plaire, de se conformer aux attentes des autres, commençait à céder la place à une conviction plus profonde, la certitude qu'elle avait trouvé son vrai chemin indépendamment de l'approbation externe. Tandis qu'elle donnait les dernières touches à une sculpture représentant des mains émergeant de racines entrelacées, symbolisant sa propre transformation, Victoire ressentit une paix qu'elle n'avait pas expérimentée depuis longtemps. Le chemin devant elle était encore incertain, avec des défis qu'elle ne pouvait même pas imaginer, mais pour la première fois, elle se sentait prête à les affronter. L'exposition « Nouveaux regards provençaux » devint le point tournant définitif dans la vie de Victoire. Le centre culturel du Vieux-Port, normalement fréquenté par un public sélect d'amateurs d'art, se trouva étonnamment bondé le soir du vernissage. L'article dans la Provence avait suscité la curiosité non seulement sur le travail de Victoire, mais sur son histoire personnelle, la banquière qui avait tout abandonné pour suivre son appel artistique. Vêtue d'une robe bleu turquoise qui reflétait les tons prédominants dans ses pièces, Victoire circulait parmi les invités avec une confiance qui, bien qu'encore fragile, était authentique. Sa sculpture occupait tout un mur de la galerie, stratégiquement éclairé pour mettre en valeur les textures et les reliefs. Des mains émergeant de racines, des visages partiellement révélés dans des surfaces texturées, des formes qui suggéraient à la fois fragilité et résistance. « Il y a une dualité fascinante dans votre travail », commenta Dr. Hélène Martin, commissaire de l'exposition et professeure à l'École des Beaux-Arts de Marseille. Une tension entre vulnérabilité et force qui crée une narration émotionnelle immédiate avec le spectateur. Victoire sourit, reconnaissante pour le commentaire perspicace. Peut-être parce que cette même tension existe en moi. Raphaël se tenait discrètement à distance, permettant à Victoire d'occuper méritoirement le centre de l'attention, mais toujours attentif au cas où elle aurait besoin de soutien. De temps en temps, leurs regards se croisaient à travers la salle et un sourire complice était échangé, la reconnaissance silencieuse du chemin qu'ils avaient partagé jusqu'ici. Ce fut au point culminant de la soirée, lorsque des critiques locaux commentaient déjà avec enthousiasme la nouvelle sensation de la scène artistique marseillaise, que Victoire aperçut ses parents à l'entrée de la galerie. Madame Elisabeth, impeccablement vêtue comme toujours, examinait l'environnement avec une expression difficile à déchiffrer. À ses côtés, Monsieur Antoine semblait déplacé dans son costume formel, comme s'il venait de sortir d'une réunion d'affaires. Le cœur de Victoire s'accéléra. Pendant un moment, elle envisagea de retarder la rencontre, de continuer à parler avec les admirateurs qui l'entouraient, mais quelque chose en elle, le même courage qui lui avait fait abandonner la sécurité pour l'inconnu, la poussa vers sa famille. « Maman, papa !» appela-t-elle s'approchant. « Je suis contente que vous soyez venus. » Madame Elisabeth l'étudia un moment, remarquant les changements subtils, l'éclat dans les yeux, la posture plus droite, le sourire qui ne semblait pas forcé. « Ton travail est intéressant », commenta-t-elle finalement avec prudence. « Différent de ce que j'attendais. » Venant de Madame Elisabeth, c'était pratiquement un éloge extravagant. Victoire ressentit une vague d'émotion qu'elle n'attendait pas. « Venez, je veux vous montrer mes pièces. » Guidant ses parents à travers l'exposition, Victoire expliqua le concept derrière chaque œuvre, le processus de création, les techniques utilisées. À sa surprise, ils écoutaient avec une attention sincère, posant des questions occasionnelles qui révélaient un réel intérêt, pas seulement de la courtoisie. Devant la sculpture centrale, Renaissance,
une figure émergeant de couches fracturées, symbolisant la transformation, son père fit une pause plus longue. « Ça me rappelle toi, enfant, » dit-il, la voix légèrement émue. « Toujours essayant de sortir des boîtes où nous te placions. » L'observation inattendue toucha Victoire profondément. C'était la première fois que son père démontrait une quelconque compréhension de sa nature essentielle. « Nous ne t'avons pas facilité les choses, n'est-ce pas ?» continua-t-il, la surprenant encore plus. « Nous avons toujours voulu que tu suives un chemin sûr, prévisible. Nous avions tort, compléta Madame Elisabeth, les mots clairement difficiles à prononcer. Ton travail est puissant, Victoire. Il parle de choses que beaucoup ressentent, mais que peu parviennent à exprimer. » Victoire sentit des larmes se former, mais contrairement aux nombreuses fois où elle avait pleuré à cause de sa famille, c'étaient des larmes de soulagement, de réconciliation possible. « Merci » fut tout ce qu'elle put dire. La conversation fut interrompue par l'approche de Raphaël, qui se présenta poliment aux parents de Victoire. Ce qui aurait pu être un moment tendu se transforma en une interaction étonnamment cordiale, avec Raphaël conduisant habilement la conversation vers un terrain neutre, la beauté de Marseille, la richesse culturelle de la Provence, les différentes expressions artistiques de la région. À mesure que la soirée avançait, quelque chose d'inattendu commença à se produire. Des personnes s'approchèrent de Victoire non seulement pour complimenter ses sculptures, mais pour partager comment elle s'identifiait aux émotions exprimées dans celles-ci. Une dame âgée, avec des mains marquées par le temps, confessa comment la pièce main de la mémoire l'avait fait pleurer, lui rappelant sa mère décédée. Un jeune étudiant raconta comment la série sur la fragilité et la résilience l'avait aidé à traiter un traumatisme récent. « Votre travail touche à quelque chose d'universel », observa Raphaël quand ils se retrouvèrent enfin seuls, après la clôture de l'événement. « Vous ne créez pas seulement de beaux objets, vous offrez un miroir où les gens peuvent reconnaître leur propre lutte et espoir. » Les paroles de Raphaël résonnèrent dans l'esprit de Victoire pendant des jours. Ce qui avait commencé comme un voyage personnel d'auto-expression semblait s'étendre vers quelque chose de plus grand, une forme de connexion avec l'autre à travers l'art. 2 semaines après l'exposition, alors qu'elle organisait son studio, Victoire reçut un email qui changerait le cours de sa carrière. Il venait de Marine Santos, coordinatrice d'un centre communautaire dans la périphérie de Marseille. « J'ai vu une interview de vous sur TV Provence », écrivait Marine, où vous parliez de comment l'art vous a aidé à surmonter des traumatismes émotionnels. Je travaille avec des jeunes en situation de vulnérabilité, beaucoup faisant face à des problèmes familiaux et une faible estime de soi. J'aimerais savoir si vous seriez disposé à animer un atelier de céramique pour eux, non pas comme cours technique, mais comme outil d'expression émotionnelle. » Victoire sentit un frisson en lisant le message. Quelque chose dans cette invitation semblait parfaitement aligné avec les réflexions qu'elle avait sur le pouvoir transformateur de l'art. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-elle à Raphaël, lui montrant l'email. Il sourit comme s'il attendait déjà ce moment. « Je pense que c'est exactement ce que vous devriez faire. Votre travail a toujours été axé sur la guérison par l'expression artistique. Le centre communautaire Nouveau Matin se trouvait dans le quartier nord, une zone périphérique de Marseille, marquée par des contrastes sociaux et un manque d'opportunités culturelles. Le bâtiment simple, peint de couleurs vives par des bénévoles locaux, abritait diverses activités pour enfants et adolescents. Soutien scolaire, sport, musique et maintenant art-thérapie. Le premier jour de l'atelier, Victoire arriva nerveuse, portant des boîtes d'argile, d'outils de base et quelques exemples simples de techniques. Marine l'accueillit avec enthousiasme, la conduisant dans une salle où 12 adolescents attendaient, certains visiblement méfiants, d'autres curieux. « Les amis, voici Victoire Durand, l'artiste qui va travailler avec vous dans les prochaines semaines », présenta Marine. Victoire regarda les jeunes visages devant elle et pendant un moment se sentit inadéquate. Qui était-elle pour enseigner quelque chose à ces jeunes qui affrontèrent des défis quotidiens qu'elle pouvait à peine imaginer? Mais alors, elle se souvint de son propre parcours, de comment l'art avait été un phare dans ses moments les plus sombres. « Je ne suis pas ici pour vous apprendre à faire des pièces parfaites », commença-t-elle, optant pour l'honnêteté. « Je suis ici parce que j'ai découvert que créer avec ses mains peut nous aider à exprimer des choses que parfois nous ne pouvons pas dire avec des mots. » La première session fut difficile. Certains adolescents se montraient résistants, d'autres impatients face à la nature lente du travail avec l'argile. Mais Victoire persista, mettant l'accent sur le processus, pas sur le résultat final. «
Nous ne créons pas pour plaire à qui que ce soit, répétait-elle. Nous créons pour mieux nous connaître. La 3e semaine, quelque chose commença à changer. Les jeunes, initialement réticents, commencèrent à s'ouvrir à travers leur création. Jules, un garçon de 15 ans connu pour son tempérament explosif, créa une série de masques représentant différentes émotions. Béatrice, silencieuse et introspective, modela un arbre avec des racines exposées qui parlaient de son désir d'appartenance. « Je n'ai jamais vu Jules s'y concentrer sur quelque chose aussi longtemps », commenta Marine, observant le groupe travailler. Et Béatrice parle davantage dans les autres activités aussi. L'impact de l'atelier dépassa les attentes les plus optimistes. Les enseignants signalaient des améliorations dans le comportement et la participation scolaire des adolescents impliqués. Les parents remarquaient des changements positifs à la maison, plus de communication, une expression plus saine des émotions, une réduction des conflits. Quand l'atelier de 8 semaines prit fin, Victoire se sentit profondément transformée par l'expérience. Ce qui avait commencé comme une faveur à la demande d'une inconnue était devenu une passion. « Que pensez-vous de rendre cela permanent ?» proposa Marine lors de la petite exposition qu'ils organisèrent avec les travaux des jeunes. Un programme régulier d'art-thérapie, pas seulement pour les adolescents, mais pour tous dans la communauté qui pourrait en bénéficier. L'idée résonna immédiatement avec Victoire. Ce serait incroyable, mais nous aurions besoin d'un espace adéquat, de matériaux, peut-être d'autres facilitateurs. Je connais des gens qui pourraient aider, intervint Raphaël, qui était venu honorer l'événement. Des artistes, des thérapeutes, des éducateurs. Et il existe des appels à projets culturels que nous pourrions solliciter. Ce soir-là, en marchant le long de la promenade du Vieux-Port, Victoire et Raphaël commencèrent à esquisser ce qui deviendrait l'Institut Renaissance, un centre d'art-thérapie dédié à l'utilisation des expressions artistiques comme outil de transformation personnelle et sociale. Nous pourrions offrir des ateliers de divers langages, suggéra Victoire, enthousiaste. Céramique, peinture, sculpture, photographie, chaque personne se connecte mieux avec différentes formes d'expression. Et des ateliers spécifiques pour différents publics, ajouta Raphaël. Enfants en situation de vulnérabilité, femmes victimes de violences, personnes âgées confrontées à l'isolement social, personnes en récupération de traumatisme. L'idée grandit rapidement, prenant forme et substance comme l'une de ces sculptures. Dans les mois qui suivirent, Victoire et Raphaël se dédièrent à transformer le rêve en réalité, écrivant des projets, cherchant des sponsors, parlant avec des partenaires potentiels, recherchant des méthodologies d'art-thérapie. L'ancien entrepôt abandonné dans le quartier de la Corniche, avec vue sur la mer et un vaste espace intérieur, semblait l'endroit parfait. Avec l'aide d'un architecte ami de Raphaël, ils développèrent un projet de rénovation qui préservait les caractéristiques historiques du bâtiment, mais l'adaptait aux besoins spécifiques de l'Institut. Des ateliers pour différentes pratiques artistiques, des salles pour thérapie individuelle, un espace d'exposition, une bibliothèque spécialisée. Le financement vint de sources diverses. Un appel à projet du ministère de la Culture, des dons d'entrepreneurs locaux sensibilisés par le projet, une campagne de financement participatif qui dépassa l'objectif en un temps record. Victoire elle-même investit ses économies, convaincue qu'elle avait trouvé son véritable but. Tandis que l'espace physique prenait forme, Victoire et Raphaël constituaient l'équipe, une psychologue spécialisée en art-thérapie, un musicothérapeute, une danseuse avec une formation en thérapie corporelle et d'autres artistes disposés à partager leurs connaissances à des fins thérapeutiques. « C'est incroyable comme tout s'est emboîté si naturellement », commenta Victoire un après-midi, alors qu'il supervisait l'installation de fours pour la céramique. « Comme si l'univers attendait simplement que je trouve enfin mon chemin. » Raphaël sourit, serrant doucement sa main. « Ou peut-être que vous deviez d'abord croire en vous-même pour que les autres puissent aussi y croire. » L'inauguration de l'Institut Renaissance, programmée pour coïncider avec l'anniversaire d'1 an de l'arrivée de Victoire à Marseille, promettait d'être un événement significatif dans la scène culturelle et sociale de la ville. Des invitations furent envoyées aux artistes, éducateurs, psychologues, travailleurs sociaux et représentants des communautés qui pourraient bénéficier des services offerts. La veille de l'ouverture, seule dans l'atelier principal, Victoire contemplait l'espace qu'elle avait aidé à créer. Les murs blancs attendant d'être remplis d'expressions artistiques, les tables de travail prêtes à accueillir des mains anxieuses de créer,
les larges fenêtres qui encadraient la mer de Provence. « Qui aurait cru, murmura-t-elle pour elle-même, que cette nuit d'humiliation m'amènerait jusqu'ici ?» Le parcours d'un an avait transformé non seulement sa carrière, mais son essence. La femme insécure qui avait fui un dîner familial en larmes était devenue quelqu'un capable de créer un espace de guérison pour d'autres, de transformer sa propre douleur en pont pour la croissance d'autrui. Tandis qu'elle arrangeait quelques pièces pour l'exposition inaugurale, incluant la sculpture de mains entrelacées qui avait marqué le début de sa transformation, Victoire ressentit une paix profonde. Le chemin devant elle réservait encore des défis et des incertitudes, mais pour la première fois de sa vie, elle se sentait complètement alignée avec son but. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était sa sœur Delphine, appelant de Paris. « Je voulais juste confirmer que nous arrivons demain matin, » dit-elle. « Maman est enthousiasmée par l'inauguration. Je crois que je ne l'ai jamais vue aussi fière. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Victoire. La réconciliation avec sa famille avait été graduelle, faite de petits gestes et de conversations honnêtes. Ce n'était pas parfait. Ce ne le serait probablement jamais. Mais il y avait un respect nouveau qui n'existait pas avant. « J'ai hâte de tout vous montrer, » répondit-elle sincèrement. En raccrochant, Victoire tourna son attention vers une pièce spéciale qu'elle avait créée pour l'exposition inaugurale. Une sculpture représentant des mains diverses, de différentes tailles et textures, unies en un cercle, symbolisant le pouvoir de la communauté et de la connexion humaine à travers l'art. « Elle est prête, » pensa-t-elle, observant l'œuvre sous différents angles. En vérité, tant la sculpture qu'elle-même était enfin prête à occuper leur place dans le monde. L'Institut Renaissance resplendissait sous le soleil tropical de Marseille. Des rubans colorés décoraient l'entrée de l'ancien entrepôt transformé, et une petite foule s'agglutinait déjà dans les jardins récemment plantés. L'événement d'inauguration, initialement prévu comme une cérémonie modeste, s'était développé pour devenir un événement culturel significatif dans la ville. À l'intérieur du bâtiment, Victoire marchait d'un côté à l'autre, vérifiant les derniers détails. Les murs de la galerie principale exposaient une collection d'œuvres d'artistes locaux, incluant certaines de ses propres pièces et celles de Raphaël. Dans les salles adjacentes, des stations interactives invitaient les visiteurs à expérimenter différentes techniques artistiques, argile, peinture, collage, photographie, comme une introduction au concept d'art-thérapie qui serait au cœur de l'Institut. « Je crois que je ne t'ai jamais vue aussi nerveuse », observa Raphaël, ajustant l'éclairage d'une sculpture. « Même pas avant ta première exposition individuelle. » Victoire sourit, reconnaissant la vérité dans ses paroles. « C'est différent. Je ne suis pas nerveuse seulement à propos de la réaction aux œuvres, mais à propos de tout ce que cet endroit représente. C'est comme si nous offrions un morceau de notre âme à la ville. » Raphaël s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Et la ville recevra ce cadeau avec gratitude. J'en suis certain. » Le toucher de Raphaël, toujours réconfortant, provoqua une vague de chaleur qui se répandit dans le corps de Victoire. Ces derniers mois, alors qu'ils travaillaient côte à côte à la création de l'Institut, quelque chose avait changé entre eux. L'amitié profonde avait évolué vers un sentiment plus complexe, plus intense, qu'aucun des deux n'avait complètement verbalisé, mais qui était présent dans chaque regard, chaque toucher casuel, chaque silence partagé. « Ta famille est déjà arrivée ?» demanda Raphaël, changeant de sujet. « Oui, ils s'installent à l'hôtel. Ils viendront directement ici. » Victoire fit une pause. « Y compris Delphine. » La mention de la sœur aînée fit légèrement froncer les sourcils à Raphaël. Il connaissait bien l'histoire, comment Delphine avait souvent été le catalyseur des critiques les plus dures concernant le choix de Victoire pour l'art, comment ses commentaires durant ce dîner fatidique avaient été particulièrement douloureux. « Tout ira bien, » assura Victoire, percevant son inquiétude. « Les choses sont différentes maintenant, je suis différente. » À 6 heures précises, les portes de l'Institut Renaissance furent officiellement ouvertes. Des autorités locales, des représentants de fondations culturelles, des artistes, des éducateurs et des membres de la communauté entrèrent, émerveillés par la transformation de l'ancien espace industriel. Victoire, vêtue d'une élégante robe rouge, couleur soigneusement choisie pour symboliser la passion et la Renaissance, accueillit les invités aux côtés de Raphaël. Son sourire était authentique, ses yeux brillaient de réalisation et de sens. 1 heure après le début de l'événement, alors que la galerie était déjà remplie, Victoire aperçut sa famille entrant timidement.
Madame Elisabeth, élégante comme toujours, examinait l'environnement avec des yeux écarquillés. Son père, M. Antoine, semblait impressionné par la magnitude du lieu. Et Delphine, vêtue d'un tailleur impeccable, affichait une expression difficile à déchiffrer, un mélange de surprise et de ce qui pourrait être de l'admiration réticente. « Je vais les saluer », dit Victoire à Raphaël. « Souhaite-moi bonne chance. » Il serra doucement son bras. « Tu n'as pas besoin de chance. Sois simplement qui tu es devenu. » Tandis qu'elle marchait vers sa famille, Victoire ressentit un étrange calme. Elle n'était plus la fille insécure cherchant l'approbation. Elle était une femme accomplie, fière de ses réalisations et de son parcours. « C'est bien que vous soyez venu, » dit-elle, embrassant ses parents et, après une brève hésitation, sa sœur aussi. « Laissez-moi vous montrer l'institut. » Les guidant à travers l'espace, Victoire expliqua la philosophie derrière le projet, comment chaque salle avait été planifiée pour différentes activités thérapeutiques, comment des artistes locaux avaient contribué avec leur temps et leur talent, comment il y avait déjà une liste d'attente pour les premiers programmes qu'ils offriraient. « Impressionnant », commenta son père, sincèrement admiratif. « Tu as construit quelque chose de vraiment significatif ici, ma fille. » Madame Elisabeth, généralement réservée dans ses démonstrations d'affection, avait les larmes aux yeux. « J'ai toujours su que tu étais spéciale, Victoire. Je ne comprenais simplement pas comment. » Les mots touchèrent profondément, guérissant d'anciennes blessures que Victoire ne savait même pas encore ouvertes. C'était la reconnaissance qu'elle avait toujours cherchée, finalement offerte sans réserve. Ce fut Delphine, cependant, qui la surprit le plus. Tandis qu'ils observaient un groupe d'adolescents démontrant des techniques de céramique qu'ils avaient apprises dans le programme pilote, elle se tourna vers sa sœur avec une expression sérieuse. « Je dois te demander pardon, » dit-elle, la voix basse pour que seule Victoire entende. « Pour ce dîner et pour tous les commentaires cruels au fil des ans, j'étais en train de projeter mes propres insécurités sur toi. » Victoire cligna des yeux, stupéfaite par la confession inattendue. « Que veux-tu dire ?» Delphine soupira, regardant autour d'elle pour s'assurer qu'elle ne serait pas entendue. « J'ai toujours envié ton courage de rêver, Victoire. J'ai choisi le chemin sûr, la bonne faculté, l'emploi stable, le mariage convenable. J'ai fait tout ce qu'on attendait de moi et dans le processus, j'ai perdu quelque chose d'essentiel. » Elle fit une pause. « Quand tu as abandonné la banque pour suivre ta passion, ça m'a effrayé. C'était un rappel de ce que je n'avais pas eu le courage de faire. » La révélation frappa Victoire comme une vague. Pendant des années, elle avait vu sa sœur comme la fille parfaite, celle qui avait toujours su exactement ce qu'elle voulait. Elle n'avait jamais imaginé que derrière cette façade de certitude existait une envie silencieuse de sa propre liberté de rêver. « Je ne sais pas quoi dire, » admit Victoire. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que je suis fier de toi, et peut-être un peu inspiré aussi. » Delphine sourit timidement. « J'ai commencé à prendre des cours de photographie à Paris. Rien de sérieux, juste un hobby, mais c'est la première fois depuis des années que je fais quelque chose, simplement parce que ça me fait plaisir. » Avant que Victoire ne puisse répondre, elles furent interrompues par l'arrivée de Marine Santos, coordinatrice du centre communautaire où tout avait commencé. « Victoire, excuse-moi d'interrompre, mais il y a quelqu'un qui aimerait beaucoup te parler, dit-elle, accompagnée d'un jeune homme d'environ 20 ans. « Voici Luc Silva, » présenta Marine. « Il a participé à l'un des ateliers d'art au centre communautaire il y a quelques années, avant même que tu n'arrives. Maintenant, il étudie les arts visuels à l'université. » Le jeune homme tendit la main, visiblement ému. « Mademoiselle Durand, j'ai lu votre histoire et à propos de cet institut. J'aimerais beaucoup être bénévole ici, peut-être aider avec les ateliers pour adolescents. L'art a sauvé ma vie quand j'étais perdu, et je veux rendre la pareille. » Quelque chose dans la sincérité du jeune homme toucha Victoire profondément. C'était la confirmation vivante du but de l'Institut, créer un cycle vertueux où les personnes transformées par l'art deviendraient des agents de transformation pour d'autres. « Ce serait merveilleux de t'avoir avec nous, Luc, » répondit-elle, se sentant étrangement connectée à ce jeune qu'elle ne connaissait même pas. « En fait, nous mettons en place un programme de mentorat justement pour les étudiants en art intéressés à travailler avec l'art-thérapie. » Tandis qu'ils discutaient des possibilités de collaboration, Victoire remarqua Raphaël l'observant de l'autre côté de la salle, un sourire fier sur son visage. Il y avait quelque chose de profondément gratifiant à être vu, vraiment vu, par quelqu'un qui comprenait son essence. Le point culminant de la soirée fut le discours officiel d'inauguration.
Montant sur la petite scène improvisée, Victoire ressentit un moment d'hésitation. Parler en public n'était toujours pas son fort, surtout devant une audience aussi diversifiée et nombreuse. Mais alors son regard rencontra Raphaël au premier rang, à côté de sa famille. Il acquiesça légèrement, un geste silencieux de confiance qui lui donna le courage nécessaire. « Il y a un peu plus d'1 an, commença-t-elle, la voix initialement tremblante, mais gagnant en fermeté à chaque mot. J'étais assise sur un banc sous la pluie, me sentant complètement perdue. Une humiliation familiale avait été la goutte d'eau qui m'avait fait tout remettre en question, ma valeur, mes rêves, ma place dans le monde. La salle était dans un silence absolu, tous les yeux fixés sur elle. Cette nuit-là, un gentil inconnu m'a offert un parapluie et une tasse de café. Plus important encore, il m'a offert quelque chose que j'avais rarement expérimenté. La sensation d'être vu, non pas pour ce que les autres attendaient que je sois, mais pour ce que j'étais vraiment. Elle sourit à Raphaël, qui lui rendit son sourire avec des yeux humides. L'Institut Renaissance est né de cette nuit pluvieuse, né de la compréhension profonde que nous portons tous des blessures invisibles, rejets, doutes, traumatismes, que souvent nous ne parvenons pas à exprimer avec des mots. L'art offre un langage alternatif, une façon de donner forme à ce qui nous habite silencieusement. Victoire fit une pause, regardant les visages attentifs devant elle. Ici, nous n'enseignons pas seulement des techniques artistiques. Nous créons un espace sûr où des personnes de tous âges et origines peuvent explorer leurs histoires personnelles à travers la création, transformant la douleur en beauté, la confusion en clarté, l'isolement en connexion. En concluant son discours, Victoire ressentit une profonde sensation d'être exactement là où elle devait être, faisant exactement ce pourquoi elle était née. Le chemin jusqu'ici avait été tortueux, marqué par des doutes et des douleurs, mais chaque détour, chaque obstacle avait été essentiel pour la conduire à ce moment d'accomplissement complet. Après les applaudissements, tandis que les invités circulaient librement dans l'espace, expérimentant les stations interactives et admirant les œuvres exposées, Victoire trouva un moment pour être seule dans son atelier personnel, un petit espace réservé au 2e étage de l'Institut où elle pourrait continuer à développer son propre travail artistique. Assise devant une pièce inachevée, une sculpture représentant une figure émergeant de couches superposées, symbolisant le processus de découverte de soi, elle réfléchissait au voyage extraordinaire que la vie lui avait offert. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Raphaël tenant 2 coupes de champagne. « Tu fuis ta propre fête ?» plaisanta-t-il, lui tendant une coupe. « Je prends juste un peu l'air, » répondit-elle, acceptant la boisson. « C'est beaucoup d'émotions à traiter en une seule soirée. » Il s'assit à côté d'elle, observant la sculpture inachevée. Pendant quelques instants, ils restèrent dans un silence confortable, le type de silence qui n'est possible qu'entre personnes qui se comprennent à un niveau fondamental. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi, Victoire ?» dit finalement Raphaël. « Ce n'est pas seulement ton talent artistique qui est extraordinaire, c'est ta capacité à transformer la douleur en but, à utiliser ton propre parcours pour éclairer le chemin des autres. » Victoire sentit son visage se réchauffer avec l'éloge sincère. « Je n'y serais pas arrivé sans toi. Cette nuit au phare du Vieux-Port, si tu ne t'étais pas arrêté, tu aurais trouvé un autre chemin, » compléta-t-il avec conviction. « Des personnes comme toi trouvent toujours une issue, même dans les situations les plus sombres. J'ai simplement eu la chance d'être là au bon moment. » Leurs regards se rencontrèrent, et quelque chose de silencieux fut communiqué entre eux, une reconnaissance mutuelle du lien spécial qu'ils avaient développé, une connexion qui transcendait les définitions simples. « La fête est un succès absolu, » commenta Raphaël, changeant légèrement de sujet. « J'ai déjà entendu au moins 3 organisations communautaires intéressées par des partenariats, et ce galeriste de Paris veut discuter de la possibilité d'amener une version du projet là-bas. » Le cœur de Victoire s'accéléra avec la perspective d'étendre la portée de l'Institut. Ce serait incroyable de pouvoir répliquer ce modèle ailleurs, d'atteindre plus de personnes. « Ton livre aidera aussi avec ça », rappela Raphaël. Il faisait référence au manuscrit que Victoire avait commencé à écrire ces derniers mois, un récit de son parcours personnel entrelacé avec des réflexions sur le pouvoir thérapeutique de l'art. 2 maisons d'édition avaient déjà manifesté leur intérêt pour le projet, y voyant un potentiel pour inspirer d'autres personnes en quête de sens et de guérison. « Parfois ça me semble encore un rêve », confessa Victoire, « comme si je pouvais me réveiller à tout moment
et me retrouver dans cette vie qui ne m'appartenait pas. Raphaël prit sa main, le toucher doux l'ancrant dans le présent. Ce n'est pas un rêve. Tu as construit cela pas à pas, choix après choix. C'est réel et c'est à toi. Cette nuit-là, en marchant le long de la promenade du Vieux-Port sous un ciel étoilé parfait, Victoire Durand, autrefois banquière frustrée, maintenant artiste accomplie, écrivaine en devenir et cofondatrice d'un institut transformateur, se sentit enfin chez elle. Pas seulement dans la ville qui l'avait accueillie ou dans le travail qui l'épanouissait, mais surtout en elle-même. L'humiliation qui l'avait un jour fait fuir en larmes d'un dîner familial s'était transformée en premier coup de pinceau d'une œuvre d'art plus grande. Sa propre vie, réinventée selon ses propres termes, colorée avec les tonalités vibrantes de l'authenticité et du sens. Et tandis que les vagues se brisaient doucement sur la plage, marquant le rythme éternel du temps, Victoire sut avec une clarté cristalline que son histoire ne se terminait pas, mais commençait seulement son plus beau chapitre.